Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, la visite de travail de Thierry Baudet, le président du Conseil économique, social et environnemental de France en Côte d'Ivoire. Il a échangé avec le président de la République, Alassane Ouattara. Les deux hommes ont parlé de coopération. Quels sont les signes avant-coureurs de l'écroulement d'un immeuble? La question mérite d'être posée. En l'espace d'un mois, 3 immeubles se sont écroulés à Abidjan. Vous entendrez les explications des experts dans cette édition. Le sujet fait débat. Les propositions sont multiples face à la menace de l'augmentation du prix de la baguette de pain. Plusieurs questions se posent. Les Abidjanais peuvent-ils se passer du pain si une solution n'est pas trouvée? Les réponses sont mitigées, comme vous le verrez dans quelques instants. Thierry Baudet, le président du Conseil économique, social et environnemental de la France, est en Côte d'Ivoire. Dans le cadre d'une visite de travail, il a échangé avec le président de la République, Alassane Ouattara. L'entretien a permis d'évoquer les relations entre les deux pays, nous dit Pierre Dipomélin, qui a suivi cette rencontre pour vous. Les questions internationales, notamment la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et la situation dans la sous-région ouest-africaine, ont été les sujets abordés avec le président de la République Alassane Ouattara alors qu'il recevait Thierry Baudet, président du Conseil économique, social et environnemental en terre ivoirienne, à l'invitation de son homologue à Kaawélé. Nous sommes convenus de développer nos accords de coopération, de travailler en commun sur des sujets qui aiderait et qui renforcerait l'amitié franco-ivoirienne. Le rôle du CESEC, le rôle du CESE, c'est finalement d'apporter des éclairages, des avis à nos gouvernements pour bâtir des politiques publiques qui puissent atteindre leurs objectifs, les territoires, les populations. Je crois que cet échange était un échange très constructif. Thierry Baudet est à Abidjan pour un séjour de 5 jours dans le cadre d'une visite de travail. Ce week-end, un immeuble s'est effondré à Bobo, faisant un mort. C'est le 3e drame du genre en l'espace d'un mois à Abidjan. Et ces 3 dernières années, environ 38 bâtiments se sont écroulés, causant d'importants dégâts humains et matériels. Pourtant, selon certains experts, plusieurs signes sont visibles avant l'écroulement. Il suffit de les connaître et d'y prêter attention. Comment savoir que son bâtiment est sur le point de s'écrouler? Les réponses dans ce reportage de Saïdi Mamadou et d'Harouna Zeba. Les effondrements en cascade des immeubles avec son corollaire de perte en vie humaine et autres dégâts matériels ne semblent pas s'estomper dans le district d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, où on observe un boom de l'habitat. À la conquête du ciel, ces bâtiments de plus en plus hauts sont parfois des menaces pour leur voisinage, comme ici à Biétry, cette résidence de R+1 dont l'état n'est pas rassurant pour les occupants qui ont requis l'anonymat. Le problème de la maison a augmenté quand ils ont rajouté les briques. Si je me souviens bien, c'était un R+2 dans les débuts. Après, ils ont fait à 3. Le ministère de la Construction est venu parce que, vu qu'il y a des maisons qui tombaient à Trècheville, André, voilà, ils sont venus visiter la maison. Ils ont vu que la maison était fissurée, vu qu'il y a des habitants. Ils nous ont demandé de sortir de la maison. Voilà. Vu l'état, le propriétaire n'est pas là et que c'est la maison qui est à côté qui a endommagé la maison. Moi, je pense que c'est la maison qui est à côté qui doit réparer, quoi. Il leur est demandé de réparer les dégâts ou de quitter les lieux devenus trop dangereux. Ici, au plateau d'eau cuit, les fissures visibles sur tout le long du bâtiment attirent notre attention. Interrogés, les locataires reconnaissent n'y avoir jamais prêté attention. Ça fait 3 mois que nous sommes ici. Exactement, nous avons constaté ces fissures. Mais nous n'avons pas entrepris réellement des démarches par rapport à ça. Joints au téléphone, les gérants du bâtiment indiquent avoir eu recours à des professionnels qui doivent leur sortir des devis dans les brefs délais pour procéder aux réparations. Malgré l'état de dégradation de leur bâtiment, les locataires que nous avons rencontrés ne semblaient pas inquiétés par cette situation, alors que pour cet architecte, ils le devraient. Une fissure doit nous interpeller. Toute fissure. La fissure peut être de l'ordre structurel, comme elle peut être simplement superficielle. Mais je dis,
toute fissure doit nous interpeller, déjà. Et si on appelle un professionnel du bâtiment, un architecte ou un ingénieur conseil, qu'il vient faire, je dirais, le constat de ce bâtiment, il pourra nous dire « Ah non, il y a bien plus de peur que de mal. C'est simplement une fissure, je dirais, du crépissage, de l'enduit. Ok, on est tous contents. Mais attention, si on nous dit non, ces fissures que vous voyez sont des signes que la fondation est menacée. Il peut y avoir aussi d'autres signes plus apparents. On voit le bâtiment qui s'incline. On peut avoir d'autres signes encore plus apparents. On est dans la maison et on entend comme des bruits. Des bruits dans la maison. Ce sont des signes que déjà la fondation est en train de souffrir. Donc, il y a plusieurs signes. Mais les signes les plus minimes à ne pas vraiment, je dirais, négliger, ce sont les fissures. Une interpellation qui sonne une recommandation aux locataires, au voisinage, à avoir regard sur les chantiers et bâtiments qui les environnent. Car les réglementations en vigueur obligent les opérateurs à afficher un certain nombre d'informations relatifs à leur chantier, entre autres le permis de construire, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, le bureau d'études, le délai d'achèvement des travaux, le type d'ouvrage. La guerre en Ukraine menace le prix de la baguette de pain en Côte d'Ivoire en raison d'une pénurie de blé. Face à la situation, plusieurs alternatives font surface. Utiliser la farine de manioc à la place de la farine de blé ou revoir les habitudes de consommation des Ivoiriens. Si pour certains, le placali, l'attiéké sont les meilleures options pour le petit déjeuner, pour d'autres, pas question de laisser tomber le pain. Les Ivoiriens peuvent-ils se passer du pain? C'est un reportage de Brice Yanwa et de Mathurin Badé. Il est 10 heures. C'est l'heure pour Nestor de s'offrir un sandwich en guise de petit déjeuner. Comme tous les matins, il se rend à ce kiosque du quartier. Moi, chaque jour, je mange du pain. Chaque matin, chaque jour, j'achète du pain. Je viens travailler avec d'autres sociétés qui sont juste derrière là. Donc, je profite de passer, prendre mon pain et puis bon. Et je pars, quoi. Nombreux sont les Abidjanais dont le pain est devenu une habitude alimentaire. De la commune de Marcory à Atekoubé, en passant par le plateau et Cocody, des boulangeries à presque tous les coins de rue. La famille, tout le monde aime le pain. Hein. Nous aimons tous le pain. Dans la semaine, je viens 3 ou 4 fois. Et le pain et les croissants, voilà. Je suis un friand de pain. Je mange le pain chaque jour. Soit au retour du boulot, soit en partant au boulot. Là, je pars au boulot, donc je m'achète pour acheter, pour continuer. À l'école, ici, on consomme régulièrement. Puisqu'elle est proche, c'est le prix abordable, tout ça. Donc, ça m'arrange beaucoup. 150 francs, c'est le prix qu'il faut débourser pour une baguette de pain dont le poids est compris entre 193 et 228 grammes et la longueur de 60 à 68 cm. En raison de la cherté de la farine du blé, les boulangers sont à la peine et menacent d'augmenter le prix de la baguette de pain. Ça m'inquiète un peu. Hein. Mais que faire? Je ne sais pas combien ils veulent faire, hein, le pain, ça je ne sais pas du tout. S'ils devaient augmenter, peut-être ils peuvent ajouter peut-être 25 francs. Hein. Voilà, là je suis pour ça. Mais pas aller jusqu'à 200 francs, là ça fait beaucoup vraiment. Vraiment ça va nous fatiguer parce que moi, tous les matins, je prends un déjeuner, je prends le café d'abord avant de travailler. Mais si on augmente encore le pain, tu vas même, ça ne marche pas. Comment j'ai fait? Tu envoies un enfant seulement à l'école, tu lui donnes 150, il va manger comment? Il va payer le pain là combien et puis à 10 heures, il va manger comment? On dit le blé augmenté, donc on a fait petit, c'est moins cher. La viande est chère, pain est cher, tomate est chère, oignon est cher. Mais nous, on fait comment? Alors que le prix là, on ne peut pas augmenter aussi. Si le pain augmentait vraiment... Nous, on ne sait pas si on pouvait vendre encore. Hein. Cette inquiétude n'est pas partagée par tous les Ivoiriens. Pour nombre d'entre eux, d'autres denrées de substitution peuvent servir d'alternative. Le pain de blé blanc, pain, café. Non, le pain, c'est pas consistant. C'est sûr, on dit que le prix d'Afrique a augmenté, là, ça va pas là. On a les petits frères de 2 à 10 ans. Eux, bon, les matins, ils aiment bien le café avec le pain et tout. Donc, mais moi, personnellement, bon, ça ne va rien me dire. Qu'il y a du pain ou pas, c'est le gaba. En fait. Le pain, c'est quelques rares fois. Sinon, moi, c'est gaba matin, midi, soir, 16 heures, on fait goûter dessus. De plus en plus, il est évoqué l'idée du pain composé de la farine locale, comme celle du manioc et de la banane plantain, pour parer au risque de flamber des prix. Mais le pain fait de la farine composée est encore expérimental et les travaux en laboratoire ne sont pas encore concluants.
Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes sont le pilier du développement et sont au cœur de la gestion de la vie familiale. C'est le cas à Bondiali, au nord de la Côte d'Ivoire, où les femmes cultivatrices travaillent la terre sans répit et avec leur production et s'assurent de nourrir la famille, de subvenir aux besoins d'éducation des enfants. Leur impact aurait pu être plus grand sans les difficultés rencontrées dans le développement de leur activité. Les explications de Nadia Idja et d'Eric Kimou. Niré Koulibaly, la cinquantaine, est mère de famille et productrice d'arachides et autres produits vivriers. Ce matin, elle se prépare pour ses travaux champêtres. Après s'être munie de sa daba, elle vérifie l'état de son vélo avant de l'enfourcher. Direction le champ, situé à environ 10 km du domicile. Sur place, elle labore le sol, en préparation aux prochaines semences d'arachides. Puis, c'est au tour des pousses d'igname de bénéficier de la surveillance de la cultivatrice. Quand je mets les feuilles, ça permet de retenir l'eau quand la pluie tombe. Si Niré porte autant d'attention à ses cultures, c'est qu'elle y trouve son compte. Avec les produits de la récolte, elle nourrit sa famille et gère les charges familiales telles que la scolarisation de ses 4 enfants. Si j'avais les moyens, je n'allais pas faire le champ. Ça me fait plaisir parce que si monsieur a les moyens, il peut me soutenir. Moi aussi, je peux l'aider quand il y a des dépenses. Une fierté pour son époux. C'est mon nom qui est dessus. Après, une femme ne peut pas solliciter une terre. Le mari sollicite la terre. Bon, comme moi, je ne suis pas trop mûr dans les travaux champêtre, c'est elle qui s'en occupe. Quand je viens la trouver en train de se débattre, donc vraiment je suis très content. Souvent quand je suis coincé, je lui sollicite de l'argent pour mes besoins. Et elle me donne aussi. Les enfants, bon, ce qu'elle fait au champ, c'est ça, on prend pour défendre les enfants à l'école. Les garçons font, mais sincèrement, la femme fait plus que le garçon. Bon, on en est trouvé ça comme ça. De retour du champ, cette brave paysanne décortique ses arachides, toujours accompagnée de sa fille, qui voit en elle un modèle. Lundi, si je descends à 9h, je m'en vais derrière elle. Si je n'ai pas cours le soir, le samedi, dimanche, je travaille avec elle. Quand elle décortique, elle garde pour la semence à part et puis elle prend le reste pour vendre, pour payer notre scolarité. Bon, si moi je vois maman, tout ce qu'elle fait pour nous là, bon, c'est souffrance. Elle me fait pitié. J'ai envie de réussir pour la faire sortir dans souffrance là. Seule ou en coopérative, les femmes de la région s'illustrent comme un exemple de bravoure. Pour se motiver, c'est en poussant la chansonnette qu'elles exercent leurs travaux. Dans ce jardin en pleine ville, ce groupement de femmes plante du chou, de la salade, de la carotte. Un site choisi pour pallier les problèmes d'eau qui impactaient jusqu'ici la production. Il y avait le problème d'eau sur l'autre site là. Donc quand il y a le problème d'eau là-bas, on vient ici, on se réunit pour pouvoir faire le travail. Puisque c'est notre domaine, on ne peut pas arrêter. C'est la sécheresse. Maintenant, ils ont essayé de placer, de faire un fourrage là-bas. Il y a un barrage, pour le moment, digue du barrage là est cassé. Donc on ne peut pas retenir d'eau dedans. Maintenant, le fourrage qu'ils ont fait aussi, ça n'a pas pris. Malgré leur volonté de contribuer à l'approvisionnement des marchés, ces femmes peinent à commercialiser leurs produits. Conséquence, des produits vendus à des prix dérisoires ou bradés. On a fait les demandes un peu partout. Jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Il y a une année où il y a une de nos sœurs qui est quittée à Abidjan. Elle dit oui, elle allait nous aider à faire. Le premier camion, elle a pris pour aller, ils ont envoyé cet argent. Deuxième vague, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas reçu de l'argent. Il y a 4 ans de cela aujourd'hui. Matin, à partir de 6h, 5h du matin, on est là. Tu vas te tuer comme ça, là, et puis une de tes sœurs va venir prendre ça pour aller. Et puis, ce n'est pas 10 tonnes de remorques. Si on envoie ça à Abidjan, les 3 pieds là, ça va dans les 200. Mais ici, chez nous, là, quand c'est beaucoup comme ça, là, la main, ça ne peut pas faire au moins 3 000. C'est les femmes qui font le pays. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est les femmes. Afin de produire à grande échelle et contribuer résolument à la disponibilité des produits vivriers et maraîchers en Côte d'Ivoire, ces femmes espèrent un meilleur accompagnement des autorités compétentes.
Un autre secteur qui mérite notre attention dans cette édition, c'est celui de la mangue. La nouvelle campagne va commencer le 5 avril prochain, mais les acteurs ne sont pas sereins. La raison, le secteur est confronté à la fois aux défis de la production et de la conservation, des défis qui lui font perdre plusieurs millions de francs CFA. Il faut de meilleures stratégies pour une pérennisation de la filière, d'autant plus que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de mangue dans la sous-région et le 3e pays africain exportateur vers l'Europe. On reste avec Nadia Idja et Eric Imou pour en parler. Orange, petite ou grosse, en bordure des routes, comme dans la ville, les mangues de diverses variétés aussi savoureuses les unes que les autres sont exposées à la vente. C'est le début de la saison des mangues à Korogo, zone de grande production dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est aussi le début des affaires pour les commerçants. Dans cette gare, Safiatou Konaté prépare des cartons pleins de fruits à destination d'Abidjan. 1000, 1500 ou 2500 francs CFA, il y en a pour tous les prix. C'est quelqu'un qui a acheté pour envoyer à Abidjan. Quand la saison des mangues arrive, je vends aux voyageurs. Mais avant de se retrouver à la vente, c'est dans ces vergers que naît le fruit. Brahima Diarasouba en cultive depuis 1977. Sur ce site de 22 hectares, il produit aujourd'hui 6 variétés avec une méthode bio. Les manguiers ne sont pas pompés. Le sol aussi n'a pas reçu d'herbicide. Le nettoyage se fait soit à la machette ou bien par le labour, sans engrais. Une fois à maturité, ces mangues en particulier, l'Amélie et la Quinte, seront vendues à l'international, dont une grande partie est convoyée en Europe. Une transaction pas toujours évidente. Dans un conteneur, s'il y a des mangues qui sont infectées, le contenu du conteneur est refusé. Tout comme Brahima, Soro Nabournier comptabilise plusieurs décennies dans cette culture. Presque au quotidien, il vit au milieu de ses manguiers et s'y sent bien, malgré la cherté du coût de production et un prix de vente jugé trop bas. L'entretien, là, je n'aime pas moi ce qu'il fait. Il faut prendre des gens pour venir m'aider. Ces gens-là, ils ont besoin de l'argent. Mais ce n'est pas ça, les bêtes couper pour leur donner. Il faut de l'argent. Si nous prenons la caisse à 2350, je trouve que ce n'est pas normal. Malgré ces réalités, Soro Nabournier se donne tous les moyens pour une production charnière. Régulièrement, il ramasse les mangues tombées de l'arbre et a procédé à un rajeunissement des plants il y a 3 ans. Ce qui n'est pas bon, ça tombe. Si on laisse, les piqûres de mouche là, ça va monter. Arrivé à prendre là-bas, ils vont dire des histoires. Si on a le courage de faire comme ça, les champs seront propres. Une technique apprise grâce aux formations de l'interprofession qui s'intensifie à mesure que se rapproche la campagne. Parmi les solutions proposées pour valoriser le fruit, on note la transformation locale. Actuellement, nous faisons la mangue séchée. Il y a des histoires de jus, on peut faire du jus, on peut faire de la purée, on peut faire même de l'alcool. Et il y a le compostage pour faire l'aliment des bétails. Dans cette unité de séchage installée par une coopérative, on s'y attelle déjà. Le problème au niveau de la mangue séchée, c'est qu'on n'a pas les certificats requis pour exporter sur l'Europe. Donc on est obligé de faire de la sous-traitance avec les Burkinabés qui, eux, ils sont déjà certifiés il y a longtemps. Coupée en fines lamelles, après avoir suivi des étapes préliminaires, la mangue cuit dans ce four géant. Si ces initiatives sont prises pour améliorer la compétitivité de la filière, les facteurs climatiques associés à la rude concurrence des pays producteurs et au coût des intrants de production et d'exportation sont un réel défi. Si au niveau de chaque maillon, il n'y a pas des efforts, c'est sûr qu'à un moment donné, avec la concurrence sud-américaine, on risque, surtout les petits, d'être sortis du marché comme on l'a vu dans l'ananas et la banane. En attendant des solutions pérennes, la campagne qui arrive capte l'attention des acteurs de la filière. La campagne 2022 s'ouvrira le 5 avril pour une durée minimum de 3 mois. Le prix à l'usine est fixé à 200 francs CFA le kilogramme et le prix paysan à 2400 francs la caisse, soit 50 francs de plus que l'année dernière. À l'étranger, cette manifestation contre la coopération militaire française au Burkina, des manifestants issus de la société civile se sont rassemblés hier à Ouagadougou en soutien à la Russie et pour demander la fin de la présence militaire française dans le pays. Pierre Dipomela. Pancartes et slogans hostiles à la présence de l'armée française, drapeau russe en main, des jeunes se réclamant d'une coalition d'organisations de la société civile burkinabé
a manifesté à Ouagadougou pour demander la fin de la coopération militaire avec la France. Comme au Mali, ils appellent la junte au pouvoir à confier le combat contre les djihadistes à la Russie. Nous contestons les installations des forces armées étrangères qui ne méritent plus notre confiance sur notre sol. Demandons l'annulation des accords coloniaux qui nous maintiennent dans l'impasse depuis des années. Que depuis des années, la France, notre colonisatrice, elle est là, au pays Burkina Faso, croyant lutter pour défendre nos intérêts, mais pourtant c'est le contraire. La France est au Burkina Faso en train de piller nos richesses et nous créons aussi le terrorisme en fournissant des armes au terrorisme. Et ce sont ces mêmes terroristes-là qui combattent nos soldats au front. Il faut diversifier. Nous avons choisi quand même plusieurs pays qu'on a cités, mais nous tenons en compte la Russie, puisque dans le monde entier, c'est la Russie qui a œuvré positivement pour faire quand même disparaître l'hydre terroriste en Syrie, au Venezuela, en Centrafrique et au Mali voisin, que nous constatons quand même un progrès positif. Cette manifestation anti-française intervient 2 jours après le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO à Accra, à l'issue duquel un ultimatum a été donné aux autorités burkinabées afin que celles-ci proposent un calendrier acceptable de la conduite de la transition, faute de quoi des sanctions économiques pourraient être imposées au pays. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Prenez soin de vous.